Alors, merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Merci aussi à la société à l'association suisse d'hémophilie pour l'organisation de cette journée. Vraiment très intéressant. C'est avec plaisir que je vais vous présenter des données par rapport au registre suisse d'hémophilie. Moi, donc, on peut porte-parole du groupe de travail au sein du réseau suisse d'hémophilie par rapport à ça. Donc, en fait, le but du registre suisse, c'est de recueillir des données des personnes atteintes d'hémophilie et d'autres pathologies hémorragiques sévères, et donc ayant un impact dans la vie quotidienne importante. Ces informations sont importantes pour mieux comprendre aussi quelles sont quelle est l'entité en fait de ces pathologies, et ces informations sont aussi importantes pour comprendre où éventuellement des besoins ou des ressources, des nécessités se nécessitent. Qu'on a bien prévu de l'étude Advance, l'importance de pouvoir recueillir des données pour comprendre mieux le contexte et voir où les besoins peuvent être. Donc, les saisies des données faites par un système REDCap, donc il s'agit d'une application sécurisée pour la création et la gestion de bases de données en ligne. Ça permet donc au chaque centre de pouvoir inclure les données de façon anonymisée des patients et donc permettre ce recueil. Donc, le support technique est aussi garanti par l'unité d'essai clinique de la faculté de médecine de l'Université de Berne. Donc, on a quand même des gens qui nous aident à garantir que l'utilité des données et que les questions techniques puissent être mises en place. C'est un chantier encore en cours, mais je pense qu'il progresse très bien et nous permettre aussi de pouvoir déjà faire des conclusions. Donc, pour chaque patient qui, dans son accord à être inclus, à participer dans le registre, on va attribuer un numéro en code pour en fait anonymiser. Donc, toutes données sont anonymisées et puis en fonction du centre, on peut donner, il y a un code qui définit le centre, l'âge pédiatrique ou adulte et puis les différents renseignements personnels comme aussi liés aux différentes pathologies comme ici montré, et leurs caractéristiques va être recueillies. Donc, ici, un pictogramme des différents centres qui participent à la recueil des données. C'est un pictogramme qui va bien évidemment changer, très dynamique. Je pense de plus en plus la participation est faite. On a des bons retours. Bien évidemment, la participation est volontaire, mais on essaye d'encourager les personnes à pouvoir participer, mais aussi encourager les soignants à vouloir essayer de systématiquement recueillir les données afin de pouvoir permettre que des informations importantes puissent être recueillies. Donc, à ce jour, on a une totalité de 735 personnes incluses ou pour lesquelles l'accord a été donné et donc répertorié. Vous pouvez voir les différentes pathologies, le nombre des personnes par rapport à les pathologies saisies. Et aujourd'hui, je vais surtout vous donner les résultats par rapport à l'année 2018. On était tous touchés par le contexte de la pandémie Covid-19 qui donc nous a pas permis encore de pouvoir être à jour par rapport aux données 2019, surtout 2020 aurait toujours de délai parce que l'année doit terminer et puis on doit pouvoir recueillir les données. En fait, les données sont, comme je dis, saisies par les différents centres, mais après ils sont disons, réévaluées et mises à jour de façon centralisée. Donc ici, vous voyez un peu l'évolution des données saisies en comparaison entre l'année 2017 que j'avais l'opportunité de présenter lors de la journée romande en 2019 et par rapport aux différents types d'hémophilie et aussi le degré de la maladie, vous voyez que globalement la répartition reste inchangée. On voit que par rapport au 2018, on a plus des personnes saisies.
je pense que ceci, ce n'est pas parce que l'incidence de l'hémophilie augmente en Suisse, mais probablement c'est dû au fait que plus de centres participent et qui donc ont pu, avec le temps, saisir les différentes données. Concernant le type de traitement chez les adultes, ici, par rapport à l'hémophilie A, à gauche, donc on peut voir que parmi les patients avec une hémophilie sévère adulte, ils bénéficient d'une prophylaxie avant tout secondaire et donc d'un traitement continu régulier mis en place après 2 ou plus hémorragies articulaires, mais avant l'apparition de maladies articulaires. Donc, je pense l'importance ici du fait que la majorité des patients est sous un traitement de prophylaxie avant justement de pouvoir éviter toute complication à long terme. Bien évidemment, ça, si ce n'est pas simple à pouvoir être faite pour chacun, chacun de vous, mais ça donne quand même, les données sont claires qu'une prophylaxie bien effectuée amène diminue drastiquement les complications à long terme. Pour ce qui est les degrés de modéré léger, il y a plutôt un traitement à la demande, donc lors de l'occurrence de complications hémorragiques. Pour ce qui est chez les enfants, donc ici on voit très bien que la majorité des hémophiles, des patients, des enfants avec une hémophile A sévère sont sous traitement de prophylaxie, donc une prophylaxie primaire, donc qui est débutée avant déjà une deuxième événement hémorragique grave, dans ce cas d'une hémorragie intra-articulaire, mais que la majorité, si ce n'est pas une prophylaxie primaire, c'est une prophylaxie secondaire et que donc dit l'importance, disons, le fait de pouvoir débuter déjà très tôt avec une prophylaxie. Pour ce qui est les modérés et les légers, aussi ici, surtout pour le contexte de léger, il s'agit toujours souvent d'un traitement à la demande lors d'une complication hémorragique. Et on a parmi certaines avec une hémophilie A léger qui, malgré tout, nécessite une prophylaxie au vu des complications ou des événements récurrents. Pour ce qui est l'hémophilie B, de nouveau, on retrouve pour ce qui concerne le traitement chez l'adulte avec une hémophilie B, même que pour l'hémophilie A sévère, il bénéficie d'une prophylaxie secondaire. Différemment, par contre, pour les modérés légers, un traitement à la demande est fait comme pour l'hémophilie A, sauf ici, on voit quand même pour certains modérés une prophylaxie secondaire qui a été débutée. Pour ce qui concerne les enfants, en âge pédiatrique, la majorité avec une hémophilie B sévère, comme est le cas aussi pour l'hémophilie A sévère, ils sont sous un traitement de prophylaxie primaire et quelques-uns pour lesquels la prophylaxie a été débutée plus tardivement. Par rapport à la consommation de facteurs en 2018, ici, il y a un point important à retenir, c'est que comment est-ce qu'on peut saisir ça? C'est important ou c'est dépendant du fait de comment le patient lui-même reporte sur son carnet ou avec d'autres utiles le fait d'avoir fait une injection et donc avoir une régularité du journal en fait. Et vous voyez que dans, ma foi, plus que 50% des situations, on n'a pas probablement un calcul exact, mais on se base sur une estimation faite par le médecin par rapport au traitement proposé, dans le spécifique surtout pour ce qui est la prophylaxie ou par rapport au fait que le patient, lors de la consultation multidisciplinaire, rapporte d'avoir eu un certain nombre de saignements et pour lequel le traitement a été mis en place. Et pour encore une bonne partie, on n'arrive pas à pouvoir estimer la vraie totalité des facteurs utilisés. Alors, ici, on voit que moyennement, chez les adultes, on a par année, par personne, 100 000 unités de facteurs utilisés, environ la moitié pour ce qui est le facteur 9, en relation justement aux besoins. Et puis, on voit que
le contexte qui amène logiquement à une utilité majeure du facteur de coagulation, c'est la prophylaxie et puis l'utilisation aussi lors du saignement et chirurgie qui est beaucoup mineur. Ceci est pour les adultes comme aussi pour les enfants. Pour ce qu'il est aussi plutôt une donnée qui va avec une certaine logique, c'est justement les hémophiles sévères ont un traitement de prophylaxie majoritairement et donc ils sont aussi les sujets qui doivent ou qui utilisent le plus de facteurs pendant l'année. Pour ce qui est le type de consommation, le type de facteur qui est utilisé, je pense qu'il faut faire la distinction entre trois grandes catégories. Donc, c'est le facteur 8 ou facteur 9 plasmatique, puis le facteur recombinant, et puis ici la division, la différence entre un produit recombinant en demi-vie prolongée ou en demi-vie standard, donc pas avec une demi-vie prolongée. Et on voit que l'utilisation de produits plasmatiques, ici, bon, on voit que l'effet entre 2017 et 2018, mais globalement est en diminution chez les adultes, avec une diminution aussi du facteur recombinant par rapport, par contre, à une augmentation de l'utilisation de produits à demi-vie prolongée. Bien évidemment, on peut le comprendre le pourquoi, vu que ça permet dans certaines situations de diminuer le nombre d'injections ou même en gardant le même nombre d'injections, d'avoir un taux résiduel plus élevé avec un confort et un risque de complications hémorragiques mineures. Pour ce qui est des enfants, on voit le même trend. Pour ce qui est les produits plasmatiques, comme on discutera après, par rapport au risque de développer des inhibiteurs, depuis la publication de 2016, par rapport au fait que les produits recombinants auraient un risque probablement plus élevé que les produits plasmatiques de développer des anticorps. L'utilisation de produits plasmatiques en âge pédiatrique, surtout lors du début d'une prophylaxie, est encore d'actualité. Mais aussi, on voit le fait que les produits à demi-vie prolongée sont de plus en plus utilisés. Même situation pour le facteur 9, aussi ici la distinction entre les trois typologies de facteurs, donc plasmatique, recombinant, standard, et puis recombinant avec une demi-vie prolongée, comme on peut voir ici. Et aussi ici, on voit l'augmentation de l'utilisation de produits déjà introduits. En fait, on peut voir que le taux de facteurs utilisés, disons le taux de la quantité de facteurs de produits à demi prolongés était déjà en 2017 plus augmentée, mais c'est un trend qui augmente de plus en plus. Et cette trend, on le voit encore plus chez les enfants où pratiquement les produits utilisés pour la substitution dans le cas d'une hémophilie B sont de produits à demi-vie prolongée. Ceci est clairement un résultat du fait que les produits actuels à demi-vie prolongée ont effectivement, pour ce qui est l'hémophilie B, donc pour ce qui est le facteur 9, une claire augmentation de la demi-vie et donc une diminution drastique du besoin d'injection. Ici, donc, ce qu'il est, les complications hémorragiques en moyenne par patient. Donc, on voit que c'est moins d'une complication hémorragique par année. Et ça, c'est, je dirais, un très bon résultat dans le sens que on est content de pouvoir savoir que quand même le taux de complications hémorragiques reste basse et dans les différentes catégories de sévérité d'hémophilie chez les adultes comme aussi chez les enfants. Et je dois dire que moyennement, si on compare par rapport au taux historique de complications hémorragiques rapportés dans la littérature autour de 1,8, on est globalement bien. Bien évidemment, la limite de les données, c'est par rapport à quelles données on a pu recueillir, bien entendu. Puis, comme un dernier point, je voulais toucher un mot par rapport
aux complications qui restent une complication importante avec des répercussions majeures pour une personne atteinte d'hémophilie A comme aussi B, mais surtout pour les patients atteints d'hémophilie A, c'est le développement d'inhibiteurs et qui amène vraiment qui est associé à une comorbidité importante. Et on voit que le taux, globalement, la prévalence d'inhibiteurs de personnes qui développent des anticorps donc contre le produit qu'on injecte en âge adulte reste autour de 2,3. Je laisserai après éventuellement mes collègues qui s'occupent des hémophilies chez les adultes de pouvoir commenter, faire un commentaire par rapport à ce taux. Pour ce qu'il est la pédiatrie, là où je m'occupe surtout, je dois dire que le taux d'inhibiteurs en Suisse chez les enfants est autour de, par rapport aux données du registre suisse, autour de 8%, qui est bien mineur, inférieur au taux comparé à celle de la littérature. On est très content de ça, sachant bien de l'implication qu'il est pour le patient et pour la famille dans ce type de complications. Donc, voilà, je voulais remercier avant tout les personnes qui participent, qui ont donné leur accord et qui donnent une contribution importante. Comme a été dit aussi pour le professeur Philippe Demerloz, l'importance de pouvoir participer à des études est clé afin de pouvoir avancer et pouvoir identifier et mettre en place des prises en charge et surtout des changements qui peuvent être au bénéfice des patients. Je remercie aussi pour le grand travail qui a été fait, qui est toujours garanti par la professeuresse Albisetti à Zurich et par Elsbeth Müller, qui sont vraiment les personnes qui, les dernières années, sont occupées beaucoup de registres, mais comme aussi professeur von der Weid dans les années avant. Et tous les centres qui participent, donc les médecins qui essayent donc de pouvoir saisir ces données de façon très adéquate et juste afin de pouvoir justement pouvoir faire des interprétations là-dessus. Et pas en dernier aussi les sponsors, les pharma qui nous aident à pouvoir financer ce type de projet, entre autres. Et je pense que c'est aussi important, ça n'est pas fait voilà, ça implique des coûts, surtout quand on implique d'autres personnes à pouvoir nous aider, que ceci se fasse de manière très bien, en fait. Avec ça, j'ai terminé et je suis tout à fait prête pour des questions.